Bienvenue sur Coup Double. Dans ce podcast, on explore, on raconte et on célèbre la vie avec des jumeaux. Chaque semaine, plongez avec moi dans des témoignages, des échanges avec des experts et des retours d'expérience de parents comme vous et moi qui répondent aux questions qu'on se pose tous. Je suis Camille, maman de 3 enfants rapprochés dont des jumeaux et créatrice de Coup Double depuis novembre 2024. Coup Double, c'est un univers dédié aux parents de jumeaux, avec le podcast bien sûr, mais aussi une page Instagram pour échanger ensemble et un site rempli de ressources et de produits pensés pour nous, les parents de jumeaux. Notre mission est simple, célébrer la parentalité gémellaire dans toute sa beauté et sa complexité. Alors si vous êtes un parent, un futur parent, le proche d'un parent de jumeaux, ou juste curieux d'en savoir plus sur la gémellité, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Armandine. Armandine est issue d'une famille de 5 et est aujourd'hui à son tour maman de 5 enfants. Des jumeaux dizygotes de 7 ans, un petit garçon de 4 ans et des jumeaux mixtes d'1 an. L'histoire de maternité d'Armandine commence il y a une quinzaine d'années avec une première grossesse, une grossesse extra-utérine et la perte d'une trompe. Un parcours qui aurait pu rendre la maternité plus difficile, comme le lui avaient annoncé les médecins. Et pourtant, lors des tout premiers essais bébés avec son mari, elle tombe enceinte très vite de jumeaux. Après des premières années bien remplies avec ses 2 garçons, l'envie d'un nouveau bébé se fait sentir. Très rapidement, elle accueille alors un 3e petit garçon qui lui montre qu'un enfant seul peut parfois être encore plus demandeur et accaparer plus de temps que des jumeaux. Quelques années plus tard, une nouvelle envie de bébé s'installe, accompagnée du souhait d'avoir une petite fille pour compléter la fratrie. Et là, nouvelle surprise, une 2e grossesse gémellaire. Armandine devient alors maman de 5 enfants, elle qui ne pensait pas un jour reproduire le modèle de famille nombreuse dans lequel elle avait grandi. Dans cet épisode, Armandine nous parle de ses différentes annonces de grossesse, de l'organisation qu'elle a su trouver et instaurer à l'arrivée de chacun de ses enfants, de la manière dont elle a préparé ses aînés à l'arrivée des plus jeunes, de comment elle a su adopter le portage et l'allaitement pour continuer à être présente pour ses grands tout en s'occupant de ses 2 bébés, et de ce qu'elle met en place pour que chacun trouve sa place, sans jamais se sentir en trop ou à part. Avant de commencer, je vous rappelle que si Coup Double vous plaît, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée parce que c'est ce qui nous aide vraiment le plus à faire connaître le podcast. Alors maintenant, je vous laisse avec Armandine et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Armandine. Bonjour Camille. Je suis ravie d'être avec toi. Ça fait vraiment très longtemps que j'attendais d'interroger une maman qui avait eu 2 paires de jumeaux. Oui, Et je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Est-ce que yes, pour que tout le monde sache qui tu es, tu peux te présenter en quelques mots au-delà du coup de cette double grossesse gémellaire? Est-ce que tu peux nous en dire pas de plus? problème. Alors donc je m'appelle Armandine, j'ai 32 ans et donc je suis maman de 2 paires de jumeaux, oui, mais n'oublions pas qu'il y a un autre enfant aussi entre les 2 paires de jumeaux, donc j'ai 5 enfants. Donc 2 garçons de 7 ans, un garçon de 4 ans et un garçon et la fameuse petite fille qu'on attendait tant de 1 an. Ouais. Au-delà de ça, donc je travaille aussi, je suis chef de projet dans le marketing et donc ça va, j'arrive à gérer parce que, je suis quasiment en télétravail à 100, mais j'ai quand même un jour où je me déplace, à mon lieu de travail. On va revenir justement sur tes maternités. Yes. Et avant ça, moi j'avais une question. Est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence de devenir maman? Quel était ton rapport au désir d'enfant avant justement tes premières grossesses? Alors devenir maman, oui, c'est un truc que j'ai toujours voulu. Après pas de autant d'enfants. Moi, en fait, je suis, l'aînée d'une fratrie de 5 enfants, donc on est, 4 filles et 1 garçon et je me souviens déjà que lorsque ma mère m'avait annoncé qu'elle était enceinte de mon petit frère, on a 13 ans d'écart, j'étais hyper pas contente parce que je lui disais: «J'ai déjà assez de frères et assez de sœurs comme ça, tu me rajoutes Ouais. un poids en plus, non merci». Donc du coup, pour ma vie à moi, je voulais absolument avoir que 2 ou 3 enfants maximum. Et au final, 1re grossesse, je tombe sur des jumeaux et puis il y a pas de fille et donc je me suis dit: «Bon, bah, allez, on essaye d'avoir une fille après» et c'est ainsi de suite que j'ai réussi à arriver du coup à ces 5 enfants que j'ai aujourd'hui. Ça marche. Du coup, un peu le schéma inverse de ta famille quand tu étais enfant, puisque si j'ai bien compris, Exactement tu as d'abord des sœurs et c'est le petit frère qui est venu en dernier. Et toi, c'est et moi, c'est l'inverse, d'abord des l'inverse. garçons et la petite fille enfin qui arrive avec la 2e paire de Exactement. jumeaux. Mais au final, tout ce que je voulais pas, les 5 enfants, bah, au final, je les ai.
Le premier essai bébé, à quel moment justement est-ce que vous commencez avec, ton compagnon à parler de ce 1er bébé? Alors, il faut savoir que déjà, avant de me mettre avec mon conjoint, j'avais, eu une grossesse extra-utérine et du coup, j'avais perdu, une trompe d'un côté. Donc lorsque je me suis mis en couple avec mon conjoint, je lui ai dit déjà que ça allait peut-être être compliqué d'avoir des enfants. C'est ce qu'on m'avait annoncé. Ouais, Que, si je tombe enceinte, si jamais j'ai un désir de grossesse, d'en parler avant tout avec, le médecin pour être sûr que la grossesse se passe bien dans l'utérus et non dans la trompe qui me reste et aussi être sûr que j'arrive à tomber enceinte, assez facilement vu que, d'après les dires des médecins, du coup, je n'étais que fertile, 1 mois sur 2. d'accord. Lorsque je me suis mise avec mon conjoint, j'étais encore à l'école. Mon conjoint, lui, voulait avoir des enfants avant ses 30 ans. Il en avait, 26 et j'en avais 24. Et je lui ai dit: «Bon, bah, allez, on est sur» il me restait 3 mois avant la fin de l'école, donc je lui ai dit: «Bon, bah, allez, je pense qu'on peut lancer les essais de toute façon, étant donné que je suis à moitié, stérile, ça prendra pas tout de suite, quoi». Et ben, ça a pris tout de suite. Ouais, Dès les premiers essais, du coup, ça a été, positif dès le début, donc je tombe enceinte. Avec mes antécédents, du coup, je prends un rendez-vous chez le gynécologue très, très vite pour faire une échographie de datation. Donc c'était très, très tôt, j'étais à peine à 5 semaines et un jour et donc on fait l'écho et là, surprise, 2 poches. Donc je regarde, la dame parce que moi, du coup, à ce moment-là, je n'y connais rien et elle me dit: «Bon, bah, vous avez des jumeaux». Je lui dis: «Bah, non, c'est pas possible» ouais. Mmh. et elle me dit: Si, 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 félicitations, bah, il y en a pas un, il y en a bien 2. On voit bien les 2 petits cœurs qui battent, félicitations». Donc on sort de là, on était, hyper étonnés. Mon Ouais. mari, lui, pas tant que ça, parce que sa maman est jumelle et du coup, dans un petit coin de sa tête, il se disait, «Je sens que je Il vais se faire des jumeaux». projetait un peu avec Voilà, des jumeaux. mais il m'en avait jamais parlé ouvertement. C'est quelque chose qu'il m'a annoncé à la sortie de l'échographie et du coup, pour moi, c'était la panique parce que j'étais à l'école. J'étais en train de terminer mes études, je n'avais pas de travail donc et je me suis dit: «Mais comment je vais subvenir aux besoins de 2 enfants, d'un coup comme ça?» Donc c'était un peu la panique. Mais donc du coup, j'ai passé toute la grossesse à me dire: «Il faut que je trouve un travail, il faut que je trouve un Ouais, avec travail», la pression par rapport au travail. exactement. Mmh. C'était très compliqué et donc au final, bon, bah, j'ai pas travaillé, hein, parce que quand j'ai accouché, avec 2 enfants en bas âge, c'est juste impossible de se dire qu'il faut travailler tout de suite. Donc je suis restée sur le contrat étudiant que j'avais, en fait, juste avant et du coup, on a fait comme on a pu, hein, et puis on s'en est très bien sortis avec le salaire de mon mari, comme ça. Ça marche parce que du coup, tu finissais tes études, pendant la grossesse et après tu Exactement, voulais enchaîner et trouver directement, un premier travail? exactement. En fait, pendant que j'étudiais, j'avais un travail étudiant, à côté. Étant donné que j'étais en alternance aussi en parallèle, donc en fait, j'avais 3 activités au moment où je suis tombée enceinte. J'avais l'école, l'alternance et le travail étudiant. Donc j'avais des très grosses journées. Ouais, J'ai été arrêtée, du coup, au bout de 20 semaines, entre 20 et 25 semaines de grossesse, je me souviens plus exactement. Mais c'est parce que en fait, j'allais vraiment dans tous les sens et c'était juste, plus possible pour, mon corps. À un moment donné, j'ai commencé à faire des examens, j'avais des contractions que je ne sentais pas, mais j'avais des contractions quand même. Donc j'ai dû stopper, mon job étudiant. Lorsque j'ai stoppé mon job étudiant, que je me suis mise en congé maternité, je me suis fait virer de mon alternance. Sur le coup, je ne savais pas, que, c'était quelque chose qu'on ne devait pas faire, ouais. mais j'étais encore jeune. Mais en fait, on m'a dit: «Tu es enceinte, on peut plus te garder». Donc je me suis fait virer. Alors que normalement, c'est tout l'inverse, C'est interdit. c'est interdit? Ouais, Ouais. Je l'ai su 2 ans après et ils ont déjà f ils ont fait faillite, pardon. Donc d'accord. du coup, j'ai pas pu les poursuivre en prud'homme. Donc je leur ai laissé mon argent de compensation. Mais oui, donc du coup, je me suis fait virer et donc je suis restée sur mon congé mat et du coup, l'école, quand même, il me restait, 2 mois à suivre avant, mes examens de fin d'année. Donc j'ai fait mes examens de fin d'année, enceinte de 6 mois, je me souviens que j'avais fait mon oral où je devais avoir un beau tailleur et j'étais avec un beau tailleur avec un ventre comme ça. Ouais. Mais non, mes examens se sont très bien passés. J'ai pu obtenir mes examens de fin d'année et 3 mois après, 2 mois après, j'ai accouché. Ça marche. Donc grossesse pas tellement reposante, Pas du surtout tout. côté, justement, pro, parce que du coup tu Exactement. enchaînais tout.
Mais la grossesse en soi, est-ce qu'elle s'est bien passée ou est-ce qu'il y a eu justement J'ai été des malade, tout complications? le long. J'ai été Ouais, malade tout le long, vomissements, sur vraiment tout le long. On était à, 4-5 vomissements par jour. J'ai commencé au tout début par perdre beaucoup de poids. Sur les 3 premiers mois, j'ai perdu 18 kilos. J'ai essayé plusieurs traitements. Au final, le seul traitement qui marchait, c'était le Donormil. Je pense que ça va en parler à certaines. Donc c'est un somnifère. ouais. Au tout début, c'était pas très connu, au moment où je suis tombée enceinte, c'était en 2017, pardon. Donc quand j'allais à la pharmacie, on voulait pas trop me l'administrer vu que j'étais enceinte. À ce moment-là, c'était pas connu comme étant, un bon remède, contre les vomissements. Mais du coup, je prenais ça, un mini comprimé histoire de pas m'endormir et juste avoir, les effets d'apaisement sur les vomissements. Ça a commencé à fonctionner, au bout de 3 mois de grossesse. Mes épisodes, du coup, étaient beaucoup plus restreints. Il suffisait juste que j'ai une alimentation normale pour ne pas vomir et aux alentours de mes 31 semaines, je recommence à vomir. Je pars, consulter et en fait, mes vomissements, en fait, en fait, je vomissais parce que j'avais des contractions. Sauf Ah que oui, moi, OK. je ne savais pas. Et en fait, ça se traduisait comme ça. Mes contractions se traduisaient par des vomissements et du coup, en fait, j'avais un col, très, rétréci Mmh. et donc je me suis fait hospitaliser Ça marche. parce que j'étais en menace d'accouchement prématuré et j'étais à 31 semaines. J'étais dans un hôpital de niveau, 2. Je connaissais Mmh. pas tout ça encore à Ouais. l'époque, mais en fait, lorsqu'on est dans un hôpital de niveau 2, les enfants ne sont pris en charge qu'à partir de 32 semaines et moi, j'étais à 31. Donc on espérait que le traitement fonctionne, sinon je devais être transférée dans un nouvel hôpital et donc j'ai eu, la piqûre, dans les fesses pour, la maturation Ouvrir les des poumons. Mmh. poumons et les petits comprimés à prendre pour, stopper les contractions. Au bout de 2 jours, on a contrôlé mon col, contrôlé les contractions, ça allait mieux. Donc je suis rentrée à la maison, mais je devais être alitée. Heureusement, tout ça a eu lieu vraiment, juste après, mes examens. Donc je pense que j'avais vraiment un peu trop forcé Ouais, avec, ouais, ouais. avec toute mon activité. Mais donc du coup, j'ai été alitée à la maison au bout de 32 semaines avec, monitoring à la maison toutes les semaines pour, contrôler, les contractions. Donc j'avais toujours des contractions toutes les 5 minutes, mais je ne sentais rien du tout et j'ai tenu comme ça jusqu'à la fin, en fait, parce que c'est à 38 semaines que j'ai perdu les os OK. et donc j'étais en grossesse, bicoriale biamniotique, donc du coup la fin c'est 38 semaines au moment où on fait le déclenchement et du coup, moi j'ai perdu les os à 37 semaines plus 6 pour être précise et donc je suis allée à l'hôpital, en ayant perdu les os. Ça marche. Du coup, timing parfait tout au long de la grossesse. Tout s'est très bien enclenché, mais C'est grossesse ça. pas du tout reposante, quoi. Au final, Non, du tout. ouais, il y a jamais eu un moment de pause où tu étais juste sereine, tranquille, Non, 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 non. J'ai été à l'école et ensuite j'ai été alitée. ouais, Donc voilà. ça marche. Du coup, ce premier accouchement et surtout cette première expérience en tant que maman de jumeaux, comment elle se passe cette entrée dans la maternité? Alors pour l'accouchement, au début, on m'avait raconté comment ça allait se passer, que comme ils étaient les 2 la tête en bas, que j'allais sûrement accoucher, en voie basse. Mmh. Surtout que j'avais un bassin très large, qui était très favorable à l'accouchement en voie basse. On m'avait expliqué le fait que le premier allait sortir naturellement, que le deuxième très souvent se retourne et qu'il faut aller le chercher. Je me suis dit: «C'est un peu étrange cette histoire, d'aller chercher l'enfant dans mon ventre». Mais je me suis dit: «Bon, les 2 sur la tête en bas, ça devrait pas, se produire». C'est ce qui s'est produit au final. Le premier est sorti et le deuxième a senti qu'il était tout seul. Il Il avait s'est la place, retourné. allez. Voilà. Il s'est dit: «Allez hop, c'est la fête». Il s'est retourné, il voulait pas sortir, donc on a dû le chercher, le tirer. Je me souviens de mon mari qui avait crié sur la gynéco parce que, il la voyait vraiment se débattre avec mon fils qui ne voulait pas sortir. Mais donc c'était le petit épisode, drôle de l'accouchement. Mais l'accouchement s'est très, très bien passé. Franchement, aucune complication. 2 enfants en très bonne santé, 2,9 kg et 2,6 kg. Pas de passage en néonat, compliqué, juste une Ouais, petite hypothermie, une petite hypoglycémie à la naissance qui s'est régulée au fil du temps. Je voulais allaiter les enfants, mais à ce moment-là, j'avais pas réellement d'informations sur l'allaitement. Donc je suis partie sur un allaitement mixte. OK.
Est-ce que tu as Euh, été un petit peu accompagnée? Je ne sais pas si déjà dès 2017-2018, il y avait autant de consultants en Pas du lactation. tout, Ouais. alors vraiment pas du tout. Et en plus, à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout ce métier. Donc moi, j'avais le projet d'allaiter. Étant donné que mes enfants étaient en hypoglycémie, on m'avait recommandé de leur donner plutôt du lait pour les prématurés, du pré 2 ou pré 1, les petites bouteilles, Ouais. parce qu'il fallait un apport en sucre plus important et que, étant donné que j'avais pas encore de montée de lait, j'étais pas encore, en capacité de je redonne les mots, hein, qu'on m'avait donnés à ce Ouais, ouais, moment-là. ouais. J'étais pas en capacité de nourrir mes enfants. Donc en fait, j'avais le tire-lait pour, le tire-lait, le gros tire-lait Symphonie Medela pour pouvoir, tirer mon lait en néonate pendant que mes enfants étaient nourris auprès d'eux. Et dès qu'ils ont dépassé les 3 kilogrammes, on est passé sur le pré 1. Du coup, c'était la priorité, c'était pas mon lait la priorité. Et donc moi, j'ai quand même voulu essayer de les mettre au sein. J'y arrivais pas. Je me souviens qu'on m'a crié dessus en me disant, «Mais c'est pas compliqué, vous avez fait les cours de naissance, il suffit juste de le mettre comme ça», Mais et non. en fait ouais, ouais, et en fait j'essayais mais j'y arrivais pas, c'était super compliqué. Et à ce moment-là, il y avait déjà le système du Prado, si je dis pas de bêtises, le fait qu'on te renvoie chez toi au bout de 3 jours. Et mes enfants ont donc été suivis en néonate pour hypoglycémie, hypothermie. Ils ont quitté la néonate, j'avais accouché un dimanche, ils ont quitté la néonate mardi, je suis rentrée mercredi à la maison. Et j'ai eu le passage de la sage-femme à la maison le lendemain, qui me demande comment je nourris les enfants et donc je lui explique. Je suis pas en capacité de les nourrir pour le moment parce que, il leur faut du sucre, donc je leur donne du pré 1 et puis de toute façon, j'ai pas de lait. Ouais. Oui, Et tu je dis leur ça ressors le discours qu'on t'a sorti à la maternité. exactement, et je lui dis ça surtout avec des seins, comme ça. Gonflé. Je lui dis: «J'ai super mal au sein, mais ça sort pas, donc je pense que la montée de lait n'est pas encore là». Et donc elle me dit: «Bon, on va regarder ça, madame, montrez-moi vos seins». Et je lui montre mes seins et en fait, je vois, enfin, j'ai une peau noire, hein, mais j'avais des veines, bleues, Mmh. qui ressortaient énormément. Et je lui dis: «Je sais pas ce que c'est, je ne comprends pas, je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas de lait». Elle me dit: «Madame, vous vous moquez de moi». Je lui dis: «Bah non, j'ai pas de lait, quoi». Et donc en fait, elle m'explique qu'il faut, masser les seins parce qu'en fait, j'avais juste mes canaux qui étaient bouchés. C'est le début, donc il faut juste masser et mettre les enfants dans une bonne position pour que le lait sorte. Et en fait, elle appuie et puis j'ai des jets qui sortent dans tous les sens. Ouais. Et du coup, elle me dit: «Mais en fait, vous avez pas été accompagnée au début». Je lui dis: «Non, moi, on m'a crié dessus au début en me disant que je savais pas faire les choses et que de toute façon si je n'y arrivais pas, il y avait le lait artificiel qui était là pour ça. Mais du coup, grâce à elle, du coup, mon allaitement, pardon, a pu débuter. Donc j'ai allaité mes enfants, mais du coup, je restais en mixte parce que, je restais persuadée que c'était pas possible d'allaiter des jumeaux. Donc je les avais allaités, en mixte, priorité, sur le lait artificiel, mais avec, du lait maternel en En complément. complément. Ok, Voilà. ça marche. Et au-delà de l'allaitement, comment ça se passe justement cette nouvelle vie à quatre avec ces deux bébés dans la maison? Eh ben, on avait très, très peur de pas gérer l'organisation, que les 2 pleurent en même temps, que les 2 ne fassent pas leur nuit. Ça a été très compliqué. Enfin, on avait très, très peur de ça, mais au final, tout allait bien. À vrai dire, on s'ennuyait et on se disait: «Mais en fait, ces gens qui ont un seul enfant, ils exagèrent parce que franchement, on en a 2 et les 2 dorment, quoi, donc ça va». Mon mari était très présent, donc heureusement, il avait 30 jours, enfin 28 jours de congé, paternité à la maison. Et donc il m'aidait énormément. À ce moment-là, en fait, heureusement finalement qu'ils étaient, au lait artificiel parce que je pouvais le laisser prendre le relais. Donc ça allait. Quand lui, il a repris le travail, là, par contre, la vision a un peu changé Ouais. parce que quand il rentrait à la maison, il se disait: «Ben, en fait, j'ai travaillé, toi, tu passes la journée à la maison avec des enfants, comment tu oses te plaindre que, tu es fatigué?» Je pense que beaucoup d'hommes pensent comme ça. Mhm. Comment tu oses te plaindre que tu es fatigué alors que moi j'étais au travail et que toi tu es à la maison à rien faire? Et donc ça a commencé à générer un peu de conflit entre nous parce qu'aussi on s'est rendu compte qu'en fait nos sujets de conversation n'étaient que les enfants. Ce n'était plus, comment s'est passée ta journée, et cetera. C'était juste: «As-tu lavé l'enfant? Est-ce qu'il a mangé?» C'était vraiment que nos sujets Ouais, de c'était très conversation. logistique autour des bébés, mais il n'y avait pas Exactement. de voilà tout l'extra, toutes les choses en plus. Ouais. Il y avait plus rien. Mm. Exactement, donc une distance, s'est installée entre nous et heureusement on s'en est rendu compte. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui on soit encore ensemble, hein, c'est qu'on arrive à avoir ce levier d'alerte en se disant:
attention, là par contre, on s'éloigne et on ne parle que des enfants. Je sais qu'on m'avait parlé du fait qu'il y avait plusieurs, caps à franchir quand on devient jeune parent, notamment ce cap, environ aux alentours des 2 premiers mois où il y a une distance qui se crée. Heureusement, on s'en est aperçu et du coup, on a réussi à aller au-delà de ça et après pour qu'ils puissent réellement se rendre compte de ce que c'est de s'occuper des 2 enfants, lorsqu'il y a eu la rééducation du périnée à faire, je lui ai laissé des enfants et je suis partie. Au début, j'allais à la rééducation du périnée avec les enfants parce que je me disais: «Le pauvre, je vais pas lui infliger ça». Mmh. Sauf que en fait, non, les enfants, on les a fait tous les 2. C'est pas le pauvre, lui aussi doit prendre sa part de responsabilité. Donc je lui ai laissé les enfants et je suis partie. Et je me souviens quand je suis rentrée, j'ai ouvert la porte et je le voyais courir dans tous les sens. Et donc il m'a dit: Je retire tout ce que j'ai dit. En effet, s'occuper de 2 enfants en bas âge, c'est super compliqué». J'ai dit: «Bon, bah, génial, au moins tu te rends compte de ce que c'est». Et donc c'est grâce à ça qu'on a réussi petit à petit à instaurer, un rythme, une routine, à lâcher prise aussi sur certaines choses à la maison. Le fait qu'il rentre à la maison et de voir que la nourriture était pas prête à ce moment-là, que la maison était pas rangée à ce moment-là, que je n'étais pas apprêtée à ce moment-là, que je m'étais pas douchée encore. Tout ce genre de choses a réussi à passer, au fil du temps, parce qu'il s'est rendu compte que finalement c'est une grosse charge Ouais, une de prise de s'occuper des enfants. conscience de son côté et du coup, ben, une meilleure Et un entente lâcher entre prise vous. du mien Ouais. aussi, et Mmh. un lâcher prise du mien. Parce que moi, je voulais tout contrôler, que tout soit clean, tout soit parfait. Sauf que lorsqu'on devient parent, forcément, la vie est faite d'imprévus. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a cette Voilà. forme de culpabilité quand on est en congé maternité, on a l'impression d'être, superwoman et on doit tout faire parce qu'on est à la maison. Du coup, on n'a plus aucune excuse pour lâcher prise sur, les repas, le ménage et cetera C'est ça. et on se culpabilise si c'est pas fait, quoi. Alors qu'on a Mmh. déjà un travail à temps plein avec, surtout 2 enfants, dont il faut s'occuper. Mmh. Exactement. Exactement. Pour vous, du coup, combien de temps après, est-ce que vous décidez justement de vous relancer dans un projet bébé? Tu nous as dit parce qu'il y avait cette envie de petite fille, mais combien de temps après Exactement. est-ce que cette envie, elle arrive? Donc, les jumeaux grandissent, 1 an passe, 2 ans passent et en fait, on se dit: «Mais l'idéal, ce serait trop bien qu'on ait des jumelles, comme ça, en 2 coups, on a, 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, c'est Ah ouais, équilibré et c'est génial». finalement, toi Ah qui oui. voulais, 2 voire 3 bébés maximum, finalement tu te Ouais, ouais, projettes avec 4. exactement. J'ai changé d'avis et en fait, mon mari même se moque de moi parce que moi, j'avais dit 2 enfants maximum et en fait, là, en grossesse, beh, j'ai déjà atteint mon max, sauf que Ouais. je n'ai pas de filles. Donc je lui dis: «Bon allez». On retente, au bout de 2 ans et demi, on se dit: «Bon, les enfants iront bientôt à l'école, donc c'est bon, on peut retenter l'expérience». Donc j'avais mis un moyen de contraception, je retire le moyen de contraception. On n'oublie pas mon antécédent, puis de Ouais. toute façon, ça ne viendra pas tout de suite. Donc même si j'ai retiré mon moyen de contraception, on a le temps et au bout de 4 cycles, je retombe enceinte, donc sachant que je suis fertile encore une fois 1 mois sur 2, donc en vrai, c'est au bout de 2 cycles, hein, qu'on Mmh. compte, que je tombe enceinte. Donc je tombe enceinte et on part, faire, l'écho directement, bien évidemment et donc là, cette fois, on n'a qu'un seul enfant et donc c'est un petit garçon. Ouais, du coup, soulagement ou déception d'avoir un seul enfant au final, vous qui vous étiez projetés de nouveau avec des jumeaux? Ni soulagement, ni déception, on accepte et Ouais, en fait, on s'était dit si on en fait, on s'était juste dit: «Si on a des jumelles, on saura gérer. ouais. Si on a à nouveau des jumeaux, on saura gérer». On est passé par là et puis on s'est ennuyé de toute façon lorsqu'on avait des jumeaux. Donc donc avec un seul enfant ou 2 ou peu importe, ça ira. Donc ce qu'on espérait surtout à ce moment-là, c'était avoir une fille et donc on apprend que c'est un garçon. Ouais. Et au final, moi personnellement, j'étais un petit peu déçue. Mon mari, non, parce que lui, il était hyper heureux d'avoir, à nouveau quelqu'un du même sexe que lui. Ça agrandit Son petit sa gang de tribu, son garçons, son ouais. gang de garçons. Je continue encore plus à être toute seule et donc non, on accueille très bien la nouvelle, mais par contre ce qui est drôle, c'est que j'ai galéré un peu plus à son arrivée que les jumeaux. À lui tout seul, il me prenait énormément de temps. Il était très demandeur. Ouais. Cette fois, du coup, j'ai voulu l'allaiter, donc je l'allaite exclusivement. Je me consacre à 100 pour lui et du coup, j'ai les grands qui, entrent, à ce moment-là, en fait, c'est le covid aussi. OK.
C'est un enfant, né en je suis tombée enceinte un tout petit peu avant le covid, donc au mois de février et le covid arrive au mois de mars. Donc je fais ma grossesse à 100 à la maison. J'arrête de travailler du coup parce qu'on ne connaît pas les effets du covid sur les Mmh. grossesses. Donc j'arrête de travailler et j'ai des jumeaux, à la maison. J'avais demandé un mode de garde pour les jumeaux, déjà avant. J'avais jamais eu de mode de garde pour les jumeaux et à ce moment-là, en fait, je suis partie pleurer auprès du service, scolaire, enfin pas scolaire, de l'enfance à dans ma ville, en leur disant, c'était au moment où j'étais enceinte, je leur ai dit: «Je suis enceinte, j'ai des jumeaux, j'en peux plus. Il faut trouver une solution pour qu'on puisse garder mes enfants». Donc mes enfants sont allés en halte garderie, sauf qu'au final, avec le covid, ils sont restés à la maison avec moi. Ouais, Donc j'avais tout le monde à la maison avec moi et c'était compliqué. ouais. C'était très compliqué d'avoir, des jumeaux de 2 ans et demi, non, ils avaient 3 ans du coup à ce moment-là, ils rentraient à l'école en septembre et j'avais mon fils de quelques Quelques mois. semaines, Mmh. quelques mois et donc du coup, c'était beaucoup plus compliqué de gérer les 3. Mais donc après au final, bon, les enfants sont entrés à l'école et j'ai repris, je suis restée en congé parental, le temps que mon enfant atteigne les 1 an. J'avais l'habitude de garder les jumeaux à la maison jusqu'à leurs 11 mois, donc pour moi, c'était inconcevable de mettre mon enfant, Mmh. au bout de 6 mois, chez quelqu'un ou autre. Donc je l'ai gardé jusqu'à ses 11 mois et à ses 11 mois, je l'ai déposé et j'ai repris le travail. Mais du coup, c'était beaucoup plus compliqué, de le gérer tout seul. Il s'est suffi à lui-même. Je ne me voyais pas avoir un deuxième e avec lui. Avec lui? Donc je me Ouais. disais, au final, en fait, cette idée d'avoir une deuxième paire de jumeaux, loin de moi cette idée parce que, c'est beaucoup plus compliqué d'en avoir un, que d'avoir, donc je me dis si j'en avais eu 2, ça aurait été super compliqué à gérer. Ouais, et puis tu te dis certainement que tu as eu de la «chance» entre guillemets avec les premiers qui étaient peut-être très cool et en fait, tu te rends compte que, bah, des fois un seul bébé, ça peut être aussi beaucoup moins cool et si tu en as un Exactement, deuxième à côté, ça risque d'être ex compliqué. exactement. C'est là que je me rends compte au final que chaque enfant est différent, Mmh. qu'en fait j'avais juste eu de la chance avec, les premiers et qu'en fait il peut y aussi avoir des enfants, très demandeurs et encore, j'entends autour de moi parler de RGO, tout ça, je suis pas passée par tout ça. J'ai eu des enfants qui ont aucun problème digestif, mais je me suis dit: «Finalement, j'ai juste été en fait, juste eu de la chance». Ouais, Mais pas de fille, mais de mais la pas de chance. fille et au niveau de Ouais. la dynamique familiale, du coup, comment ça se passe l'arrivée, bah, du troisième enfant avec les premiers? Est-ce que voilà, tes jumeaux, acceptent bien l'arrivée du bébé? Comment ça se passe? Alors, c'est une question au début que je me suis pas posée parce que, j en fait, en comparaison avec, des copines autour de moi qui avaient eu qu'1 seul enfant, l'arrivée du deuxième posait beaucoup de questions. Parce qu'elles se demandaient: «Est-ce que je» en fait, tout le monde se pose cette question-là: «Est-ce que je vais réussir à aimer mon deuxième enfant comme le premier?» C'est une question que je trouvais hyper étrange parce que moi, dès le début, mon amour a été partagé entre 2 Mmh. et la question ne s'est jamais posée. Donc pour moi, 2, 3, je me suis jamais posé la question. Donc en fait, aucune préparation, en amont, rien du tout. Pour moi, le troisième arrive et en fait, c'est juste, un amour à partager avec une troisième personne. Grosse erreur, parce qu'au final, en fait, j'ai un des jumeaux qui a très mal accueilli, le troisième. Il a été, en fait, il a fait une régression Ouais. dans son comportement et d'ailleurs jusqu'à maintenant, c'est encore présent et en fait, je me dis: «J'ai fait cette erreur de ne pas préparer les enfants, en verbalisant le fait qu'un troisième va arriver» et du coup, j'en ai un qui l'a très bien accueilli, qui a été, vraiment le comportement de grand frère, vis-à-vis de son petit frère et l'autre, ça a été plutôt, en fait, un nouveau rival qui arrive et lorsque je m'occupais du bébé, lui était demandeur aussi. Et en fait, je me disais, mon bébé pleure, je dois m'occuper de lui, au détriment des grands. Alors que les grands ont une conscience et se rendent compte que maman, en fait, n'est plus là pour eux. Et moi, ça, je l'avais pas en tête. Donc du coup, je les ai un peu mis de côté. Il y en a un que ça n'a pas perturbé, mais l'autre aussi. Et du coup, ça a créé un peu, en lui un comportement hyper émotif, un comportement, où il prend les choses très à cœur. Il essaye de montrer qu'il est présent en hurlant, en criant, Mmh. en tapant son frère. Et jusqu'à maintenant, ça fait là, ils ont quand même 7 ans et 4 ans. Mais jusqu'à maintenant, il y a encore un peu ce petit rapport de rivalité entre les 2 qui est Ça présent. marche. Oui, entre du coup un de tes aînés et ton troisième enfant. Exactement. Ça marche. Du coup, après l'arrivée de ce troisième bébé, combien de temps après, même question, vous décidez justement de relancer le projet du quatrième pour éventuellement avoir cette petite fille tant attendue?
Donc, on est cette famille de 5 enfants, de 3 3 enfants, enfants, pardon, avec ouais. ces 3 garçons et on s'est dit: «Mais» je lui ai dit: «Mais je me sens toujours seule et j'aimerais bien avoir une petite fille». Donc on lance ce dernier essai. Par contre, c'est le dernier, après celui-là, on arrête. On réessaye d'avoir un enfant. Donc je retire mon moyen de contraception que Ouais. j'avais installé. Je redis encore une fois à mon conjoint, bien évidemment, je pense que ça va prendre du temps, à cause de mes antécédents. C'est Est-ce que vraiment très drôle là, parce que encore une fois, pour ce nouvel essai bébé, tu te dis, comme pour le précédent, éventuellement des jumeaux, ça peut arriver. Est-ce que tu te prépares malgré tout non, pour cette dernière grossesse à ah non, plus du accueillir tout. des jumeaux? Plus du tout. Plus du tout parce que je me suis dit: «Bon, la première c'était vraiment un coup de chance et de toute façon, on ne fait pas 2 fois des jumeaux, naturellement». Vu qu'en plus, on me demandait souvent: c'est naturel» et je me dis: «Bon, je serais passée par un parcours, PMA? PMA ou FIV, why not?» mais là, c'est sûr que j'en aurai qu'un seul. Je me pose pas du tout la question. Je me dis juste que on essaye d'avoir une petite fille et voilà. Et donc, on retente, alors on retente pas tellement, on va dire qu'on laisse le destin faire les choses. Ouais, On ok. ne cherche pas d'avoir on ne cherche pas à avoir un enfant, mais je n'ai plus de moyen de contraception. On sait qu'on a à ce moment-là un rapport sur un moment, où c'est, «dangereux» entre guillemets, vu que je Mhm. suis en période d'ovulation, mais on ne cherche pas réellement. On laisse le destin faire les choses. Et en fait, un beau jour, je sens que j'ai la nausée. Je sens que j'ai la nausée, je sens que je suis pas bien. Et je me dis: «Non mais ça fait de j'ai retiré mon moyen de contraception il y a tout juste 1 mois et demi, ça peut pas être déjà le cas». Mais j'ai la nausée et moi je suis pas nauséeuse dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc je pars, acheter un test de grossesse, je pars faire une prise de sang sans ordonnance. On me dit: «Non, il faut une ordonnance, il faut payer». Je dis: «Non, c'est pas grave, là j'ai la nausée, je sens qu'il y a quelque chose». Donc je fais la prise de sang et en effet, je vois que je suis enceinte. De là, bien évidemment, donc encore une fois, à cause de mes antécédents, je pars faire l'échographie directement. Mhm. J'avais fait les calculs, ma grossesse devait arriver la veille. Donc, je sais que je suis, vraiment sur un terme de grossesse, très, très tôt. Je suis sur du 4-5 semaines. Et donc je pars faire mon échographie de datation, j'explique à la dame. Elle me dit: «Bon, à ce stade, à mon avis, on verra pas grand-chose étant donné que vos dernières règles sont il y a à peine 30 jours. À mon avis, on va pas voir grand-chose, quoi». Et donc elle met la sonde. Et en fait, le temps qu'elle met la sonde, il y a la télé face à moi. Ouais. Elle était pas encore face à la télé, elle. Et moi, je regarde, je lui dis: «Non, mais c'est pas possible». Elle me dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Elle regarde, elle me regarde, elle me dit: «Ah bah, vous l'avez reconnu». Je lui dis: «Non, madame, là, Hmm. je vois qu'il y a 2 poches, mais je peux pas être enceinte de jumeaux, j'en ai déjà eu, je vous ai déjà dit que j'ai déjà eu des jumeaux avant». Elle me dit: «Bah, si, si, vous reconnaissez, il y a bien des jumeaux». Je lui dis: «Mais OK, d'accord, mais là, cette poche, je vois une petite boule blanche, mais dans celle-là, il y a pas de boule blanche». Elle, tourne la caméra et elle me dit: «Eh bah, si, si, regardez, il y a bien un petit embryon, là-dedans». Et en plus, moi, quand j'y repense, je me dis: «C'est monstrueux», mais je lui dis: «Mais là, il y a pas de rythme cardiaque sur les 2 et c'est monstrueux de poser cette question quand même». Et elle regarde et elle dit: «Ah si, si, non, 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 le cœur des 2 bat bien. Mhm. Félicitations, ça recommence». Et je lui Aïe, dis: «Mais aïe, c'est pas possible. Comment je vais dire ça à mon mari?» Parce que là, je me dis: «Du coup, faut changer la voiture, faut changer le logement, il faut tout changer et comment je vais dire ça à mon mari?» Donc sur le coup, je lui dis rien. Je lui dis rien, je sors de là, je rigole comme une folle dans la rue en me disant: «Mais c'est pas aïe. Ouais. possible, ça recommence». Mais pas de panique, pas de panique parce que je suis déjà passée par là et j'avais réussi à gérer, les 2 premiers jumeaux. Donc je me dis, «J'ai réussi à passer le cap de 2, j'ai réussi à passer le cap de 3, j'arriverai à passer le cap de 5. Par contre, je les prépare psychologiquement parce qu'il y en a de nouveaux qui arrivent. Ouais, du coup, tu les Je prépares fais pas la comment même cette erreur». fois-ci, les garçons, à l'arrivée de 2 bébés? Donc tout au long de la grossesse, je leur parle, j'essaye de les impliquer dans les rendez-vous. Au début, je savais pas, je voulais les ramener pendant les échographies, mais j'avais pas le droit. Donc malheureusement, je peux pas, mais à chaque écho, on fait un débrief. Je leur montre les échographies, je leur montre où est la tête du bébé, où est le cœur du bébé, alors j'essaye de les impliquer à fond. Pour, l'achat des vêtements, on part ensemble. Je décide pas l'achat des vêtements toute seule. J'en choisis moi, mais je les laisse aussi ajouter des vêtements au panier. Plein de petites choses, comme ça, mais de manière à ce qu'ils puissent aussi se sentir, eux, impliqués dans l'arrivée du bébé. Vraiment surtout. La valise de maternité, je la prépare avec eux.
Vraiment, je fais tout, tout, tout avec eux et aussi, j'avais une belle habitude, en fait, de sortir toujours avec eux. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir Ouais. et on faisait des activités ensemble tous les samedis, tous les dimanches, tous les mercredis et en fait, on poursuit ça. Je leur dis: «L'arrivée des enfants ne va pas changer notre quotidien». Donc même si j'ai mal au dos, je leur dis pas: «J'ai très mal, je suis fatiguée», mais on sort. On sort, on sort, on sort et c'est pas parce que maman elle est fatiguée, c'est pas parce qu'il y a des enfants qui vont arriver que notre quotidien va changer. Au contraire, c'est juste en fait des personnes en plus qui vont arriver. Ouais, t'essayes au maximum du coup de garder leurs habitudes pour qu'ils soient pas chamboulés pendant ta grossesse et de Exactement, inclure aussi dans toute la préparation de l'arrivée des deux bébés pour que eux ils se rendent compte petit à petit que progressivement ils vont voilà vous allez former une famille avec 5 enfants. exactement, c'est ça. Ok. Et du coup, quand vous apprenez qu'il y a cette fameuse petite fille, quand vous apprenez les sexes des bébés, qu'est-ce que vous ressentez, ton mari et toi? Alors on avait fait une gender reveal pour, Ouais. découvrir le sexe des bébés et du coup on avait demandé aux enfants ce qu'ils voulaient. Il y en avait un qui voulait 2 filles, un qui voulait 2 garçons, c'était des jumeaux et le troisième qui était assez indécis. Lui, c'était: «Peu importe, au moins j'aurai des bébés derrière moi, je suis content». Ouais. Et donc du coup, on fait la gender reveal et donc on découvre, 1re couleur, le bleu. Je dis: «Ah, c'est pas possible». Deuxième couleur, le rose et là, du coup, je suis hyper contente. Je me dis: «C'est trop bien, ça y est, j'ai enfin une fille». Mais là, en fait, autour de moi, tout le monde se dit: «Mais la pauvre!» parce qu'elle va être toute seule entourée de 4 garçons. C'est ce que tout le monde me dit. Donc moi, bien évidemment, je pense pas comme ça parce que moi, je sais que de mon côté, dans ma famille, on était 4 filles et 1 garçon et mon tout le monde me disait: «Mais ça va être un garçon une fille, ça va être, un garçon manqué, ta fille, elle sera pas du tout féminine», ce genre de choses. En fait, on commence à me balancer plein de mauvaises idées dans la tête Ouais. en me disant que ma fille sera en fait un petit garçon et moi, je leur dis: «Non, elle va venir, apaiser, la famille, elle viendra ramener, un peu de calme à cette tribu, surexcitée que j'ai actuellement. Mmh. Donc non. Mon mari, lui, est très content de se dire qu'il aura enfin une petite princesse, à ses côtés, parce qu'on dit toujours que les filles sont très proches des garç des papas. Des papas. Donc Mmh. il dit: «Voilà, bah, j'aurai enfin quelqu'un pour moi». Parce que là, à ce jour, en fait, mon mari, dès qu'il a pas le droit d'être fâché contre moi, il a pas le droit de faire quoi que ce soit parce qu'en fait, j'ai mes gardes du corps qui lui sautent dessus. Donc il se dit: «Bon, bah, là, voilà, j'ai enfin quelqu'un pour moi, en fait». Donc il est très content. Donc non, 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 on était très contents de dire qu'une fille arrive. Je disais à mon mari: «Du coup, il va falloir que tu prennes des cours pour apprendre à coiffer, apprendre tout ça» et mon mari, lui, est très content parce qu'il se dit: «Bon, bah, voilà, avec la femme que j'ai, j'aurai enfin, enfin, je sais que je suis confiant parce que j'aurai un très beau modèle, de femme», De très joli femmes, de dire ouais. ça, Ah, c'est très trop beau beau. modèle de femme, ouais, à pouvoir, transmettre, à ma fille donc je suis très rassurée, à ce niveau-là. Donc on est très contents. Trop bien, trop bien. Et l'arrivée du coup, enfin la grossesse puis l'arrivée de ces nouveaux bébés, comment ça se passe là cette fois? Est-ce que tu arrives aussi à terme ou est-ce qu'il y a un petit peu de prématurité pour cette nouvelle grossesse? Donc on est sur une grossesse encore une fois, bicorréale biamniotique bien Ouais, évidemment, encore une fois le terme se fait à 38 semaines. Les gros le la grossesse se passe très bien, pas de vomissement. Encore une fois, moins 15 kilogrammes, dès le début. Moi, je maigris toujours pendant les grossesses, heureusement. Toutes les grossesses, je perds du poids, mais je ne suis pas malade. J'ai pas de vomissement, juste très, très nauséeuse dès le début et au final ensuite, ça va. Donc très, très en mouvement comme j'ai dit, vu que je m'occupe, des 3 autres. Donc il y a pas réellement de repos. La phase de «repose-toi, tu es enceinte», n'existe pas, bien évidemment. Mais j'ai pas de contraction, j'ai pas cette histoire de col qui se rétrécit. ouais. J'ai fais attention à toutes ces choses-là vu que je suis déjà, j'ai déjà conscience de tout ce qui peut arriver. Donc tout va très bien. Mon col est long, il est fermé, il est dur, vraiment tout va très bien. Et en fait, j'ai été suivie, dans un autre hôpital, pas dans l'hôpital où j'étais, pour mes 2 grossesses précédentes. Je suis dans un nouvel hôpital avec un nouveau médecin qui, en fait, m'annonce aux alentours de enfin, dès le début, j'ai les enfants qui sont la tête en haut et on me dit: «Vous inquiétez pas, ils vont se retourner». Moi, j'y crois plus. Je me dis: «En fait, à 4 mois», je suis déjà défaitiste. Je me dis: «En fait, 4 mois, les autres, ils étaient déjà la tête en bas. Eux, ils Mmh. sont tête en haut, j'ai plus d'espoir».
Et en fait, au final, mon fils, qui était engagé dans le col, enfin qui était en bas, est resté tête en haut tout le long. Ma fille, elle, à chaque fois, elle se tournait. À chaque écho, elle était en haut, en bas, en haut, en bas, sur le côté, en transverse, les bras autour de son frère. Elle changeait de position dans tous les sens. Donc là, déjà, je me dis, la force, la tranquillité que j'espérais avec cette petite, je crois plus. Parce que à chaque écho, elle est toujours dans un sens différent. Et pendant l'écho, elle bouge. Pendant l'écho, elle tourne. Impossible de la mesurer. Je me disais, bon, après, on me disait, non, vous inquiétez pas. Pendant ce qu'on voit pendant dans le ventre ne sera pas synonyme, souvent, ça ne sait pas ce qui se passe dans la réalité. Ouais. Bon, bah, je vous le dis dès maintenant, je spoil, hein, c'est clairement ce qui se passe aujourd'hui. Elle est surexcitée, cette gamine, c'est incroyable. Mais revenons à la grossesse. Donc, pas de contraction, rien du tout. Mais du coup, on m'annonce que j'allais sur une césarienne. Le premier hôpital, en fait, où j'étais suivie avant, la gynécologue, en fait, qui s'était occupée de moi, elle travaille en libéral après et c'est elle qui me fait les échos, dans son cabinet et elle me dit: «Mais, vous tous les signaux sont ouverts pour qu'on puisse vous faire une voix basse. Vous avez un bassin large, des enfants sont passés par là, on peut faire la voix basse». Sauf que mon gynéco qui me suit dans l'hôpital où je me suis inscrite, lui, il est rédhibitoire, il dit: «Non, Ouais. non catégorique, on partira sur une césarienne, c'est sûr». Et donc du coup, je suis hyper déçue et je tremble à l'idée de me dire que je vais avoir une césarienne. Je tremble de peur. Mais du coup, j'ai 2 mois pour me préparer. On prépare, le rendez-vous. J'ai vraiment 2 mois de préparation parce que c'était vraiment très long. J'avais vraiment très peur et pendant les 2 mois, je me dis: «Bon, je ferai la césarienne». J'avais peur que ça ait un impact sur mon projet de naissance qui était de vouloir allaiter cette fois mes enfants. Je connaissais, j'étais plus, novice dans le sujet, donc je voulais allaiter exclusivement et en fait, j'avais très peur étant donné qu'après la césarienne, il y a une phase de séparation de 2 heures en salle de réveil. J'avais très peur de ne pas pouvoir les allaiter. Donc c'était surtout pour ça, en fait, que j'avais très Ouais. peur de la césarienne. Peur de pas réussir à me remettre sur pied très vite aussi et de pas avoir la force de pouvoir allaiter mes enfants par la suite. J'avais très peur par rapport à tout ça. Au final, ensuite, à la fin, on arrive à la fin de ma grossesse. Je suis à, 6 semaines de grossesse et j'en peux plus. Et en fait, je sais que si je pars à l'hôpital en disant, «Je sens plus trop mes bébés, on peut me faire accoucher». Donc du coup, au début, j'en avais marre et je me suis dit: «Bon allez, je vais faire un peu de malice pour qu'on Mmh. me libère de ce poids». Mais je me dis: «Non, allez, franchement, ce serait bête. Tes enfants sont dans ton ventre et puis ils vont très, très bien, tiens le coup». Donc je tiens le coup, je tiens le coup. On arrive au cap des, 36 plus, 5 et là, je sens qu'il y a des mouvements fœtaux de mon fils qui, commencent à se réduire un petit peu. Parce que oui, on arrive à savoir, où est Ouais. la fille et où sont les 2 bébés. Et mon fils qui était plus bas, je sens qu'il bouge un peu moins. Mais je me dis: «À mon avis, c'est psychologique, c'est parce que tu as envie d'accoucher vite, Mmh. donc attends». Donc le vendredi passe, le samedi passe et le dimanche arrive et en fait, je sens toujours que, ça va pas trop. Donc le matin, on se lève, on sort avec les enfants, on part, cueillir des pommes, on part, s'amuser dans une cueillette et en fait, moi, je sens que je fatigue, mais surtout, je sens vraiment que je sens plus mon fils. Donc je dis à mon mari: «Je suis à 37 semaines, ce serait vraiment bête, qu'arrivé là, je mette en danger la vie de mes enfants alors que vraiment je suis quasiment sûre que je le sens pas trop». Ouais. Donc je pars à l'hôpital. Il m'amène aux urgences, il rentre à la maison avec les enfants parce qu'il y avait école le lendemain, fallait faire les devoirs, tout ça et cetera. Donc en fait, je pars juste pour un contrôle, pour m'assurer que tout va bien. On fait l'échographie et en fait, on observe que mon fils, en fait, le cœur bat très bien. Mais par contre, on essaye de le stimuler et en fait, le seul mouvement qu'on a au bout de 3 minutes, c'est juste ça, pas plus. Juste son index qui Le bouge. doigt qui bouge, ouais. Voilà. Ma fille, elle va très bien. Elle, elle gigote toujours, aucun problème. Mais mon fils, lui, ne bouge pas trop. Ma fille était très étalée dans le ventre. Mon fils était dans un espace assez compressé. Mais son cœur va bien. Donc la dame me dit: «Beh, il y a aucune raison, qu'on déclenche parce que vous êtes à 36, plus 6. Il y a la quantité d'eau, amniotique, qui est, clean. Les Dopplers, le parta enfin le dans les trucs ombilical là, tout va très bien. Les échanges dans le cordon Ouais. ombilical, vont très bien. Son cœur bat très bien. Au monitoring, 2 contractions en 45 minutes. Donc vous rentrez à la maison». Et je lui demande: «Est-ce qu'on peut tout de même contrôler mon col?» Elle me dit: «Il y a aucune raison qu'on contrôle le col. On contrôle pas le col au-delà de 36 semaines
parce qu'en fait, si, il y a des, signes que vous devez accoucher, ben, on vous garde». Je lui ai dit: «Mais en fait, vous ne saurez jamais s'il y a des signes si vous contrôlez pas mon col». Et donc en fait, on part sur un échange comme ça où elle ne veut pas le contrôler. J'insiste, j'insiste et au bout de 2 minutes, elle me dit: «Bon allez, puisque vous insistez, allez-y, allongez-vous au contrôle». Mmh. Je m'allonge, elle regarde, elle m'examine et en fait, elle me regarde bizarrement. Je lui dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «J'arrive pas à vous dire, vous êtes ouverte à combien, mais vous êtes ouverte». Je lui dis: «D'accord». Elle re-regarde, elle me dit: «Je comprends pas». Elle re-regarde, elle me dit: «J'arrive pas», parce qu'en fait, on n'était pas dans son cabinet à elle, on était sur une table qui était assez basse. Elle me dit: «J'arrive pas à vous dire, pour moi, vous êtes entre 2 et 8 ou 6, Waouh! je sais». Elle me dit: «Je sais pas». Et du coup, on part dans son cabinet à elle, sur une table un peu plus haute et elle regarde, elle me dit: «Ben, en fait, je rentre mes 2 doigts sans problème, mais je peux les écarter au moins jusqu'à 6». Et je lui dis: «Mais j'ai pas de contraction». Elle me dit: «C'est pour ça que j'arrive pas à». Elle me dit: «C'est très étrange ce Mmh. qui se passe. Mais oui, vous êtes ouverte en fait, donc vous restez là». Je lui dis: «Vous vous rendez compte? Vous vouliez me ramener», enfin dans ma tête, je lui dis pas ça, je lui dis: «Mais elle voulait me renvoyer chez moi il Bah, y a ouais, 2 ouais, ouais. minutes Mmh mh. et je suis ouverte à 6». Donc au final, j'appelle mon mari et je lui dis: «Bon bah, je reste à l'hôpital, je vais accoucher». Et mon mari du coup en panique, mon mari sait pas gérer ses émotions. Il commence à crier sur les enfants à la maison et tout. Et je lui dis: «Non mais, j'accouche pas maintenant, mais juste viens avec la valise parce que du coup, je vais accoucher». Donc on appelle ma mère, qui garde les enfants à la maison et du coup mon mari vient à la maison et en fait cette, gynéco qui m'a auscultée, qui était en fait la gynéco de garde, je lui explique, comme quoi pardon, mon gynéco de De suivi suivi? Mmh. voulait me faire accoucher en césarienne. Et elle, elle me dit: «Bon bah OK, c'est vrai, votre fils il est, En siège? Mmh. en siège, votre fille elle est tête en bas, mais votre bassin est super large», vu que j'avais fait la radio du bassin, quelques jours avant. «Votre bassin est large et moi pour moi personnellement, j'ai aucune contre-indication que vous accouchiez, en voix basse». Donc alors elle me dit ça, toute la prépa que j'avais faite, du coup, j'annule tout. Je me dis: «Bon bah c'est génial, je vais accoucher en voix basse». Sauf qu'elle me dit: «On attend la nuit, à mon avis vous êtes déjà à 6, ça va pas tarder, on attend la nuit et à mon avis, avant 8 heures vous aurez accouché». Donc du coup mon gynéco de suivi, était là, parce qu'il avait des rendez-vous, de consultation, le matin. Et en fait il arrive et puis, il me dit: «Bon bah vous avez pas accouché donc on va faire la césarienne en fait. Entre 2 rendez-vous, je descends, je vous fais la césarienne et puis, je remonte». Et donc là, du coup, grosse déception, donc je me reprépare à faire la Mmh. césarienne et donc au final, 2 heures après, le temps que tout le monde soit disponible, je pars, pour faire la césarienne et tout et en fait, c'était la pire, expérience de ma vie. Je suis arrivée, j'étais en panique, rien que d'en reparler, j'en tremble encore. Ouais. Je tremblais de peur. On m'allonge, on m'attache sur les côtés en me disant que je dois pas bouger. Ensuite, le médecin, il arrive: «Bonjour, c'est pour, la césarienne». Il arrive avec le ciseau, il découpe, il tire comme, vous savez, bien évidemment, on n'oublie pas qu'on est entre 2 consultations, donc on n'a pas trop le temps. Ouais. Mais tout a duré vraiment 25 minutes et donc en fait, il tire mon fils, aucune réaction, pas de bruit, rien. Mais moi, je sais que mon fils est né et mon mari me dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Je lui dis: «Là, on m'a retiré un enfant». Il me dit: «Pourquoi on ne voit pas?» Je lui dis: «Je sais pas, mais là, on m'a retiré un enfant en tout cas» et la minute d'après, j'en ressens, ploc, je lui dis: «Ah, on m'a retiré le deuxième». Et là, j'entends des pleurs. Donc là, je comprends qu'il y a un truc qui s'est passé. Et on ramène ma fille du coup, donc j'accueille ma fille. Mon mari, il part avec ma fille en soins. Du coup, moi, on m'agrafe quoi, on me termine les soins. Mon mari revient avec ma fille. Je lui dis: «Et mon fils?» Il me dit: «Je l'ai toujours pas vu» OK. et je pars en salle de réveil. Mmh. Je demande des nouvelles de mon enfant et en fait, je suis hyper compréhensive parce que je sais que c'est, l'unité générale, que forcément elle n'est pas là que pour moi. Donc elle me dit: «J'appelle après» et moi je lui dis: «OK, d'accord, j'attends, j'attends, j'attends». Au bout d'1 heure, elle appelle et en fait, je l'entends parler et je l'entends dire, «Ah, donc il va être transféré? OK. Bon, d'accord. J'annonce ça à la dame». Elle vient me voir et elle me dit: «Bon, bah, voilà, votre fils, il est né, il va pas trop bien, donc là, il va partir dans un autre hôpital, mais il y a une sage-femme qui arrive pour vous annoncer».
Donc la sage-femme, elle arrive, celle qui était là pour l'accouchement, elle me dit: «Bon, bah, moi, j'ai terminé ma journée, je suis sur, mon départ, donc je vous dis ça avant de partir. Votre fils, au début, il allait pas très bien. Là, il commence à reprendre un peu de couleur. En fait, il a avalé du liquide amniotique et il a aussi, il a du mal à respirer, donc là, il est sous, assistance respiratoire. Sauf que nous, à l'hôpital, on n'a qu'une seule machine pour, détresse respiratoire en néonat et la machine, elle est utilisée. Donc en fait, c'est soit votre fils, soit lui. On attend de voir si le bébé, qu'il utilise actuellement va bien. S'il va mieux, on la donne à votre fils. Si par contre ça va pas, bah, il va être transféré dans un hôpital qui était à, une trentaine de kilomètres d'ici. Je dis: «Bah, pas de souci, bah, alors on y va, on part». «Non, vous, vous restez là». «Comment ça, je reste là?» «Vous, vous restez ici avec votre fille, vu qu'elle va très bien et votre mari, bah, s'il a envie, il Waouh. part avec votre fils, Hmm. quoi». Du coup, la dame du service, de réveil vient me voir. Elle me dit: «Bon, normalement, c'est 2 heures, mais là, vu les conditions, c'est bon, ça fait 1 heure et demie, vous allez très bien. Allez voir votre enfant, avant qu'il parte». Ouais. Et la sage-femme m'avait dit par contre, comme il est en détresse respiratoire, là, il est sur une machine, donc là, il est sur les machines qui servent aux soins, de naissance, mais on ne pourra pas le débrancher. Donc vous resterez sur votre brancard, vous lui ferez un coucou au loin, on le débranche pas, hem et ensuite après, dès que vous lui avez fait le coucou, il part. Donc j'arrive, sur mon brancard, je trouve mon mari les yeux rouges, il a pleuré. Donc là, moi, du coup, je culpabilise à fond. Je me dis: «En fait, je les ai abandonnés, je les ai tous laissés et pendant que moi, j'étais tranquille en train de me réveiller à côté, ils sont tous là en galère». Mon mari en galère, mon Hmm. fils qui respire pas et ma fille abandonnée sur le côté. Mais quelle mère je suis, quoi. Et en fait, quand j'arrive, mon mari me dit, «Il va un peu mieux». Première phrase qu'il me dit, c'est: «Il va un peu mieux». J'ai dit: «D'accord» et là, la dame, elle me dit: «Bon, bah, oui, il commence à prendre des couleurs donc à la base, le projet, c'était de vous dire bonjour au loin, mais on peut tenter de le débrancher un peu. Vous lui faites un petit câlin et on le rebranche». Ok. Donc c'est la première tentative de débranchement. Donc on le débranche, on me le passe et au final, je le garde. Il l'observe au loin et en fait, il voit que le petit va très bien. Donc je lui fais des câlins, je prends les 2 dans mes bras, j'ai enfin les 2 bébés dans mes bras. On se fait un câlin avec mon mari tous ensemble. Et du coup, je rentre très vite mon fils. Il me dit: «Bon, bah, on le garde encore en observation. Là, ça a l'air d'aller bien. On voit que le mouvement, cardiaque a l'air d'aller. Donc on le rebranche pas, on le garde à côté de nous. On commence à écarter la piste du transfert et on le garde. Mais vous, montez ensuite de couche avec, votre fille». Donc je monte ensuite de couche. À peine je m'installe, à peine je franchis vraiment, à peine j'ouvre la porte de la chambre Ouais. que mon mari m'appelle. En me disant, bah, finalement, en fait, depuis tout à l'heure, son cœur, bat, donc on arrête le transfert. Par contre, on monte en néonat parce que, le petit qui avait besoin de la machine aussi, bah, il va bien, donc il est descendu avec sa mère, donc la machine est libre. Donc il monte en néonat, je dis: «OK, pas de souci». Donc moi, je continue à m'installer dans la chambre et Ouais. tout, tranquillement avec ma fille et 10 minutes après, toc toc toc, qui ouvre la porte? Mon mari avec mon fils. Je lui dis: «Bah, tu fais quoi là?» Il me dit: «Bah, en fait, son cœur bat très bien, il a pas besoin de la machine notre fils, donc on est avec vous, quoi». Trop bien. Et donc voilà, beaucoup de Plein de rebondissements. ouais, Ouais. beaucoup de rebondissements, mais au final, tout qui finit bien et donc le projet d'allaitement, qui au final, va bien. On me ressort encore l'histoire que, il faut donner du prêt. Ok. Je leur dis: «OK, mais le prêt, c'est pas la priorité. C'est d'abord le sein et vraiment si besoin, vous donnez le prêt». Ouais. Mais Cette au fois, final, tu en fait, t'affirmes parce que du coup, cette fois, tu le c'est sais. moi la Mm. mère et c'est moi qui décide. Donc non, je vais allaiter exclusivement, donc on donne du prêt. Sauf qu'au final, en sortant on est resté à l'hôpital donc 3 jours. Au bout d'un moment, j'en avais marre, je voulais rentrer à la maison. Je leur ai dit: «C'est bon, j'ai 3 enfants, j'en ai 2 en plus, ils vont très bien, les poids vont bien, laissez-moi rentrer à la maison». Je restais parce qu'en fait, il surveillait la saturation en oxygène de mon fils, mais au final, tout allait bien. Justement, comment est-ce que vous avez trouvé ce nouvel équilibre à 5? Tu nous avais parlé aussi justement de toute la logistique qui était à prévoir avant, changer de voiture, changer de maison, la préparation de tes garçons. Comment ça se passe aujourd'hui au quotidien avec tout ça? Alors, déjà sur les changements, le changement de voiture, j'ai réussi à le faire avant que les enfants arrivent. Le changement de maison s'est fait après. On est resté pendant 2 mois, à 7 dans l'ancien appartement. Ouais. Mais, comme j'avais dit, j'avais fait l'erreur sur l'arrivée du troisième.
en priorisant les bébés. Là, cette fois, j'avais fait l'inverse. Un bébé qui pleure 30 secondes ou 45 secondes n'aura pas conscience qu'on l'a abandonné, tandis qu'un enfant qui veut jouer alors qu'on lui dit attends, d'abord je m'occupe de l'enfant, là par contre il est conscient. Ouais. Donc Et là, qui cette fois, la avait priorité, c'était l'habitude que tu répondes aussi de manière un peu plus immédiate avant. Donc, exactement. mm. Donc la priorité, cette fois, c'était vraiment les grands. Et en plus, là, la configuration faisait qu'il fallait vraiment se faire la priorité. Donc quand ils revenaient de l'école, il faut se mettre dans le contexte, 2 enfants de 6 ans, un enfant de 3 ans qui Mm. rentrent de l'école à la maison et leur dire: «Taisez-vous, les bébés dorment», c'était juste pas possible. Ouais. Donc je leur disais: «Bon, bah, les bébés vont apprendre à dormir dans le bruit parce que la priorité, c'est vraiment que les grands, soient bien». Donc c'est ce que j'ai fait depuis le début. Les changements de couches, les bains, toujours, j'ai toujours fait en sorte de les impliquer. Au début, ils sont bébés, donc forcément, ils allaient pas donner le bain, mais ne serait-ce que me donner le savon, me tendre la serviette, choisir le body que j'allais donner. C'est vraiment des petits gestes du quotidien comme ça pour pouvoir les sentir impliqués. Et puis, il y avait aussi le responsable de la voiture. La configuration de la voiture, donc c'est 2 enfants dans le coffre, 3 à l'avant. Il y en avait un Ouais. qui était au milieu et qui était responsable du coup des bébés. Ça leur donnait un petit peu, Ah, trop ce bien. petit Mm. côté, de se sentir impliqué Ouais. dans leur, enfin de se sentir impliqué quoi. Donc c'est ce que j'ai fait et du coup l'accueil des bébés c'est assez bien fait et mais au final en fait c'est hyper prenant. Autant les 2 premiers jumeaux, l'accueil c'était hyper bien fait et le quotidien était hyper simple, autant ces 2 jumeaux-là, c'est totalement différent. Ouais. Autant Est-ce que là, tu c'est ne t'ennuies lié plus. mmh mh. Ah non! Est-ce que c'est lié à l'allaitement ou pas? Mais je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne font pas leur nuit. Hem, on est à 1 an, on est toujours à une tétée, toutes les 2 heures. Ouais, ok. Je suis leur rituel de dodo, je suis leur tétine, je suis leur réconfort, je suis leur maman, enfin, je suis vraiment tout à la fois. Donc c'est hyper, hyper prenant. Enfin, je me suis dit: «J'ai mis, le portage en place, très tôt, pour les bébés pour pouvoir justement m'occuper des grands, à la maison». Ça commence, petit à petit à se calmer. Mais là, maintenant, aujourd'hui, si vous me dites: «Est-ce que tu veux une troisième paire de jumeaux?» Non, non, stop! Aujourd'hui, comment est-ce que justement chacun trouve sa place aussi dans cette fratrie de 5? Et je pense surtout à ton troisième enfant qui du coup lui est entouré de deux duos, de deux paires de jumeaux. Comment est-ce que chacun trouve sa place? Ouais. Alors, bah, du coup, pour les grands et pour les grands, la question ne se pose pas vu ils ont leurs copains, à côté donc ça va. Les bébés non plus, bon, ils sont encore petits Mm. donc la question ne se pose pas et pour le troisième, ce qui est compliqué, alors moi, à la maison, j'utilise jamais le terme jumeau. Ouais. Je n'ai pas des jumeaux, j'ai juste eu 2 enfants en même temps à chaque fois. Pourquoi? Parce que sinon le petit, du milieu, ça va être très compliqué pour lui. Donc moi, j'essaie de faire en sorte d'appeler, les garçons, les enfants, de manière à ce que lui puisse aussi trouver sa place. Après forcément, ça va être un peu compliqué au quotidien parce que lorsqu'on fait des activités réservées aux plus petits, lui va être trop grand. Lorsqu'on fait des activités réservées aux grands, lui est trop petit. Et le pire de tout, en fait, c'est surtout l'entourage. Enfin, pas l'entourage proche, c'est les gens qu'on rencontre autour de nous. Ouais. Lorsqu'on raconte la composition familiale: «Ah donc 2 jumeaux en haut, 2 jumeaux en bas». En fait, il faut s'arrêter là. Mais non, la plupart des gens racontent: «Et du coup, lui, il est tout seul». Et là, en fait, lui, il le comprend. Et au début, il ne le verbalise pas, il ne dit rien, mais dans son comportement, maintenant, je commence à voir qu'il a un peu du mal à trouver sa place lorsque des fois, il va taper les bébés pour un oui ou pour un non. Il les tape, il commence à être un peu violent avec eux, donc je dois souvent surveiller son comportement. Et c'est paradoxal parce qu'en fait, il a très envie de s'investir. Il sait que c'est le grand frère et il est hyper content d'être le grand frère et de devoir s'occuper des bébés. Et en même temps, il va avoir très souvent des gestes, parce qu'il a 4 ans, il se contrôle pas et en fait, Mm. d'un coup, il va les taper. Et il sait que c'est pas bien, donc après il pleure: «Mais pourquoi tu les tapes pas?» «Parce que je les aime pas». C'est ce qui me sort de temps en temps. Mais moi personnellement, de mon côté, comment moi je réagis face à ça? Je le prends pas, enfin pour moi, il est pas coupable. Il est juste en train de subir une position qui est hyper compliquée. Ouais, c'est sûr. Déjà Mm. déjà moi, de mon vécu par rapport à mes sœurs, je sais que ma sœur qui est au milieu de la fratrie m'a toujours dit qu'elle a très mal vécu d'être au milieu. Donc je sais que la position du milieu est compliquée et en plus là, être au milieu et être le seul qui n'est pas jumeau, je me dis: «Ça fait beaucoup pour lui».
À aucun moment je vais pas m'énerver contre lui. Je veux juste le sensibiliser au fait que c'est pas des bons gestes. Donc c'est ce que j'essaye de faire et après j'essaye de passer du temps avec, tout le monde. Mais avec chacun en tant qu'individu à part entière. C'est pas un temps pour les jumeaux grands et un temps pour, le troisième, c'est un temps pour chacun des enfants. Sauf les bébés que pour le moment je ne sépare pas encore. Mais pour les grands, j'essaye de séparer un temps pour, chacun d'entre eux. Donc heu voilà, c'est ce que j'essaie de mettre en place, au quotidien. Ça marche. Et j'ai une dernière question, plutôt pour toi personnellement, du coup, parce que on a beaucoup parlé de ta famille. Tu nous as dit aussi au début que tu continuais à travailler, tu étais chef de projet. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça de front aussi? Et puis pour si tu arrives à trouver aussi un petit peu de temps pour toi aussi parfois. Alors pour les premiers jumeaux, quand ils sont arrivés, la priorité c'était les jumeaux. Mon troisième, quand il est arrivé, il y avait le Covid, donc forcément, j'avais plus de vie sociale et je m'occupais que des enfants. Et la priorité, c'était vraiment les enfants. Moi, je passais au second plan. Et donc, j'ai fini par faire une dépression postpartum Mm. aux 11 mois de mon troisième. Parce que je voulais tout contrôler, parce que je voulais que tout soit clean, parce que je voulais que tout soit parfait. Et on s'en fichait de comment Armandine était, de ce que Armandine ressentait. Armandine ne sortait pas parce que dehors c'était dangereux. Armandine ne sortait pas parce qu'il y avait le Covid qui traînait dehors. Fallait pas que les enfants soient malades. Enfin voilà, c'était vraiment que ça. Et je me suis dit, quand les bébés vont arriver, de toute façon, que je me suis dit, je peux aller faire les courses, je peux aller faire un tour dehors, je peux aller prendre l'air. C'est hyper bénéfique pour moi de ne pas rester enfermée à la maison. Et donc, c'est ce qui m'a permis de tenir. C'est que quand, les bébés sont arrivés, il fallait que OK, d'accord, les bébés sont là, mais je peux sortir, aller faire du shopping, je peux sortir, aller me faire les ongles, je peux sortir, aller voir des copines, j'ai le droit. J'ai le droit aussi de me retrouver, en tant que femme. Et Ouais, de toute façon, maintenant, là, en plus, j'allaite. Mon allaitement et ma qualité de lait dépend de mon état. Et même ce que je transmets à mes enfants, en fait, dépend de comment je suis. Je peux pas être une mère en fait, on se met la pression pour être bien, pour que l'environnement des enfants soit bien, mais je ne peux pas, toi, transmettre en fait, des bonnes choses à tes enfants si toi tu n'es pas bien. Donc ma priorité, c'était moi, être bien moi, pour que mes enfants voient que je suis bien. Et du coup, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Il faut qu'Armandine soit bien, il faut qu'Armandine dorme, il faut que s'il le faut en plus, j'ai la chance, je sais qu'il y a plein de mères qui sont seules. Moi, j'ai la chance d'avoir, du coup, ma fratrie autour de moi, mes sœurs autour de moi, ma mère autour de moi, mon mari qui m'aide. Donc j'ai le droit, en fait, de ne pas tout contrôler, de les laisser et quand je les laisse, de ne pas téléphoner pour savoir si ça va, ouais. pour vraiment me consacrer un temps pour moi, pour être bien. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Le travail, j'ai repris au bout de 5 mois. C'était très compliqué. Là, je sens que j'ai voulu aussi, tout absorber parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas, se sentir faible. Pour moi, j'aime pas mon démontrer des faiblesses et c'est aussi pour ça que je déléguais pas avant, parce que pour moi, déléguer, ça veut dire que j'ai pas réussi à gérer. Demander de l'aide, ça veut dire que je sais pas être indépendante. Et du coup, ça, c'est mon plus gros défaut. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai appris. Demander de l'aide ne veut pas dire, en fait, que tu es faible. Il y a des moments, forcément, où c'est compliqué. Et au contraire, en fait, je pense que je j'ai pas besoin de me convaincre que je suis forte. Je sais que je suis forte, en fait. Et donc j'ai appris à demander de l'aide autour de moi et à savoir reconnaître, quand ça va pas. Quand il y a un moment, en fait, où il faut tout arrêter, stop, il faut, il faut l'accepter aussi. Et c'est le travail que je fais, sur moi-même, que je fais actuellement et que je continue à faire, au quotidien. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.